Dès lors qu'on souffre, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour nous. Et donc, quand on souffre, on peut essayer de comprendre ce sens. Par exemple, si je suis inquiète parce que ma fille est en retard, eh ben, cette inquiétude, en fait, qu'est-ce qu'elle me montre ? Elle me montre que ma fille est importante pour moi. Ouais. Aujourd'hui, nous rencontrons Delphine Pi, psychologue et entrepreneur connectée. Delphine nous parle de son parcours, de l'importance de connaître ses valeurs pour construire une vie plus plaisante, de l'importance d'être connecté au moment présent et enfin des émotions. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Delphine Pi, psychologue, entrepreneur, je fais référence à ton application Synergie, et puis tu es également créatrice de contenu avec plus de 130 000 abonnés sur TikTok. Delphine, merci d'être avec nous sur le podcast Vivre au mieux. Merci pour ton invitation, c'est vraiment très gentil. Avec plaisir. Le but des conversations sur ce podcast, Delphine, c'est de comprendre ton parcours, tes activités, tes projets et en tirer des enseignements, partager en fait pour nos auditeurs quelques conseils et inspirations pour qu'ils puissent s'épanouir et avancer dans la vie. Est-ce que ça fait sens pour toi ? Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai que de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes, ça peut aussi rassurer sur son propre parcours et donner des idées également. Donc, je trouve ça très intéressant comme podcast. Alors, est-ce que tu veux bien, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter en une minute ? Eh bien, je suis psychologue en thérapie cognitive et comportementale. Donc, ce sont des thérapies qui sont validées scientifiquement, dans lesquelles on est dans un rapport collaboratif avec son patient. On explique beaucoup de choses. On est vraiment dans l'idée de rendre le patient expert de sa problématique et de lui donner des outils, des exercices, des petits tips pour qu'il puisse gérer au quotidien ses émotions, gérer ses problématiques. Et justement, on va en parler, puisqu'on va creuser sur ton cheminement, ton parcours. Je voudrais retourner un petit peu en arrière et justement, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'avait motivé au départ à faire des études de psychologie ? Alors en fait, moi, j'étais pas du tout partie en psycho au départ. Ah oui. Moi, je suis partie dans le commerce au début. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans le commerce, c'était comprendre l'humain. Voilà, pourquoi quelqu'un qui rentre dans un supermarché a tendance à tourner à droite plutôt qu'à gauche. Ah oui. Ça m'a passionnée. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit non mais le commerce, c'est pas vraiment ce qui fait sens pour moi. Ce qui fait sens, c'est comprendre l'humain et apporter un peu quelque chose. Voilà, être dans la notion d'aide. C'était ça le plus important. D'accord. Donc il y avait une notion d'aide et une notion également d'aide de l'humain. De compréhension, ouais, c'est ça. Ouais, après, la psychologie, ça m'a toujours intéressée, mais je trouvais ça un peu inaccessible pour moi. J'étais en difficulté scolaire, donc je m'étais dit que c'était pas pour moi et que la voie logique, c'était le commerce. Oui. Sauf qu'en fait, ça s'est un peu imposé à moi, quoi, la psycho. C'était vraiment... ça faisait vraiment sens. Et alors, en fait, à un moment donné, tu as une sorte de déclic, tu te dis, c'est ça que je vais faire, et donc tu as quelque part, entre guillemets, le courage de passer à l'action. C'est ça, oui, j'ai repris mes études après mes 2 ans de commerce. Oui. Donc en première année de psycho pour recommencer tout le parcours en fait. Ensuite, tu as fait pas mal d'années actives alors d'abord avec un cabinet en libéral, puis ensuite ton cabinet TCC, qui est aussi en libéral, je pense. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Tout de suite après les études, j'ai lancé mon cabinet. Oui. Et en fait, c'est vrai que c'était compliqué en fait au départ parce que à l'époque, la psychologie c'était pas vraiment porteur, quoi. En plus, quand on commençait nos études, on nous disait il n'y a pas de débouché. Ah oui. Et voilà, je me suis dit quand même, ce qui me plaît le plus dans la psycho, c'est de le pratiquer comme j'en ai envie et pas forcément en structure où on est quand même moins libre des outils qu'on veut utiliser, de la population qu'on veut rencontrer. Donc, j'ai sauté dans le vide et je me suis dit que de toute façon, voilà, il se passerait ce qui se passerait et j'allais essayer, quoi. D'accord. Et donc, j'ai été sur Rion, en Auvergne, de 2009 à 2014. Et après, en 2014, j'ai déménagé mon cabinet sur Clermont-Ferrand. Et j'ai du coup pris des collaborateurs. Donc on est monté jusqu'à 4 ou 5 collaborateurs en même temps. D'accord. Et on a formé vraiment un cabinet d'équipe.
Voilà. Et en particulier d'ailleurs une spécialisation aussi sur la TCC, non? C'est ça, donc les thérapies cognitives et comportementales. Donc on était vraiment tous formés à ça. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir échanger, donc faire des intervisions ou des supervisions régulièrement, et également de permettre à des patients de venir au même moment, mais plusieurs membres de la famille. On a déjà eu, par exemple, un parent qui venait voir la collègue et l'adolescent qui venait me voir moi en même temps. Donc ça rajoutait un petit peu de communication entre les différentes personnes qui s'occupaient et qui suivaient les patients. D'accord. Donc tu as eu cette activité et tu me dis si j'avance trop vite, mais à un moment donné, tu innoves puisque tu arrives sur les réseaux, notamment sur TikTok, et c'est là où on s'était nous rencontrés. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans cette aventure? Alors sur Instagram, c'était la création de mon entreprise. Et sur TikTok, c'était une autre volonté. C'était vraiment à cause de la crise sanitaire. Moi, j'étais vraiment peinée par la souffrance des jeunes. Et je me suis dit, il faut que je fasse ma part, il faut que j'apporte quelque chose. Oui. Et ma fille, qui est adolescente, utilisait pas mal TikTok. J'avais vu déjà 1 ou 2 comptes anglais de psychologie. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa d'essayer et de donner un petit peu des tips aux jeunes, de dédramatiser la psychothérapie, de rendre accessible des concepts qui peuvent aider à être mieux au quotidien. D'accord. Et ça se fait en parallèle de l'aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire l'application Psynergie? Non, l'application, c'était bien avant en fait, parce D'accord. que l'idée a germé en 2018 pendant mon congé maternité. Oui. Juste avant mon congé, j'avais eu une jeune fille en cabinet qui venait me voir pour un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas parler dans certaines situations sociales. Et donc au cabinet, elle n'arrivait pas à me parler à moi. Donc elle était obligée de venir avec un accompagnant à chaque fois, et ce qui créait quand même un peu des difficultés dans la prise en charge. Oui. Donc on avait essayé pas mal de choses, mais c'était compliqué, et je lui ai proposé à un moment des visios, qui était compliqué encore pour elle, mais c'était un petit peu mieux. Et en fait, assez naturellement, pendant une consultation, elle s'est mise à taper sur son clavier, et moi, je lui répondais en vidéo. Et c'est là que m'est venue vraiment l'idée, qui a germé ensuite en se disant, peut-être qu'il y a d'autres personnes comme elle, anxieuses sociales ou qui ont des troubles paniques, qui ont du mal à avoir un psy, qui ont du mal à se confronter vraiment à l'autre, et pour qui ça pourrait être intéressant d'avoir une psychothérapie comme ça, un peu en décalé et en asynchrone. Voilà, de se dire, finalement, le patient, il peut écrire le matin et son psy peut lui répondre l'après-midi. Il n'y a pas forcément besoin de réunir les 2 personnes au même moment, au même endroit. Oui, je comprends. Mais pour moi, c'est quand même ce qui est intéressant, c'est que il y a ce besoin. Enfin, il y a ces patients pour qui ça peut être un avantage, et en même temps n'importe qui ne se dit pas je vais développer une application pour n'importe quel psychologue ne se dit pas je vais développer une application pour résoudre ce besoin. Donc moi je sens une énergie, une volonté d'innover et de sortir des sentiers battus. Ça c'est quelque chose que tu as toujours entretenu? Je pense que je suis une créative, vraiment. Et ça m'a toujours plu de faire des choses, de sortir un peu du cadre. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, il faut me canaliser, tu vois. J'ai beaucoup d'idées. Et là, je me suis dit vraiment qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que je trouve ça tellement dommage qu'il y ait plein de gens qui auraient besoin d'aller voir un psy, mais que le format actuel peut freiner, quoi. Oui. Et sur l'application, c'est vraiment ça. On n'a pas du tout les mêmes patients qu'en cabinet. On répond à un besoin qui n'existait pas, en fait. Enfin, on répond à un besoin qui existait, mais il y avait rien d'autre pour y répondre. Et en fait, c'est des gens qu'on a sur l'application qui n'auraient jamais été voir un psy en présentiel, jamais. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est sortir des sentiers battus et puis bien sûr répondre à une demande, à un besoin, mais vraiment innover. Et ça, est-ce que tu as Delphine, une intuition ou même plus consciemment une idée sur pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire tu as cet élan créatif.
Est-ce qu'il y a à côté de ça une motivation ou peut-être des importants, tu vois, dans ta vie qui te poussent à faire ces choses-là? Je crois que mes valeurs vraiment me guident au quotidien. C'est vraiment ma boussole de vie. La valeur aide est très activée en moi, donc ça c'est important. Et j'aime bien aussi effectivement l'innovation, j'aime bien le partage. Et je trouve que c'est aussi intéressant de se dire, avant, il y avait vraiment le psychologue qui était dans son cabinet avec son patient. Et là, en fait, on travaille avec d'autres personnes, on essaye de comprendre avec des développeurs, avec des personnes de la communication, pour vraiment rendre plus facile l'accès à la psychothérapie. Et en fait, au lieu de toucher un patient, je peux en toucher beaucoup plus. Et c'est la même chose sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je disais à mes patients en cabinet, que maintenant je dis sur les réseaux. Et au lieu de toucher juste une seule personne, l'information peut se propager beaucoup plus loin, beaucoup plus. Ça peut être plus puissant en fait. Et donc ça peut aider plus de gens. Absolument, et je suis entièrement en phase avec ce que tu dis parce que notamment moi je prends TikTok. En fait, on touche des gens qui spontanément, s'il n'y avait pas eu, tu vois, cette page pour toi, ils n'auraient jamais eu accès à cette information parce ils auraient peut-être même pas su que ce type d'information existe et que c'était possible d'aller vers ça. Et donc c'est vrai que l'application en fait aussi débloque certaines possibilités à des personnes qui seraient bloquées autrement. Intéressant. Et Delphine, peut-être pour continuer et avancer sur ton parcours, je sais que en plus de ça, j'ai vu que tu faisais certaines interventions régulièrement à la télé, dans les médias, et ça c'est quelque chose qui est important pour toi, qui t'anime aussi. Oui, toujours dans la même idée de vraiment de rendre accessible, de faire de la prévention et de la sensibilisation. Je pense que la santé mentale est tellement importante. Alors aujourd'hui, on a l'idée que la santé physique, c'est important. Voilà, on se brosse les dents le matin, on sait que c'est bien, on va faire du sport, on mange de manière équilibrée, enfin la plupart du temps. Mais la santé mentale, c'est vraiment mis un peu de côté. Et j'aimerais bien que les gens prennent conscience qu'on peut aller mieux, qu'on peut travailler sur sa santé mentale, qu'on a aussi des ressources qu'on peut mettre en place pour aller mieux. Voilà, c'est vraiment ça. Ok. Alors, tu sais, comme sur ce podcast, on parle aussi de toi et de ton expérience. Ce qui m'intéresserait de savoir, si tu veux bien, c'est de l'extérieur, tu vois, on voit vraiment ce parcours avec de la réussite. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Tu en avais parlé notamment pendant les études. Est-ce que au cours aussi, par la suite, tu as rencontré des difficultés? Oui, plein. C'est vrai que... Alors, il faut déjà savoir que je souffre d'un trouble de l'attention sans hyperactivité. Donc, c'est ce qui m'a causé des problèmes, je dirais, dans mes études. J'ai été en échec scolaire pendant longtemps. Et forcément, ça crée aussi des difficultés au quotidien d'organisation, de planification. Et oui, bien sûr que j'ai fait face à l'échec. Et je pense d'ailleurs que c'est pas forcément quelque chose de négatif de faire face à l'échec. Au contraire, parce que ça nous permet de rebondir, ça nous permet de comprendre des tas de choses et ensuite de mettre en place vraiment nos ressources, de réactiver nos ressources pour aller dans la direction qui nous importe. Donc mes plus gros échecs, c'est plutôt les échecs, l'échec des études. C'est vraiment ça, moi, qui reste le plus activé. Mais après, au cours de mon cabinet ou de mon entreprise, bien sûr qu'il y a plein de fois où ça n'a pas été une réussite franche, mais où on apprend et on progresse. D'accord, ok. Et alors, donc, tu as parlé de du trouble, c'est un trouble de l'attention, c'est ça? C'est ça, trouble de l'attention sans hyperactivité. Donc, il y a... c'est TDAH, donc il y a 3 axes. Il y a l'axe vraiment attentionnel. C'est pas qu'on n'a pas assez d'attention, c'est qu'au contraire, des fois, on en a trop et on a du mal à se concentrer ou à maintenir son attention longtemps. Ensuite, il y a de l'impulsivité. Donc, ça peut être du mal à attendre son tour. Ça peut aller sur des choses toutes bêtes comme ça, couper la parole ou avoir du mal à attendre. Et après, il y a la partie hyperactivité que moi, je n'ai pas, qui est plutôt présente qui est plus souvent présente chez les garçons et qui est une difficulté à se poser et à rester
c'était calme. Et tes patients aussi, tu accompagnes tes patients sur ces troubles-là notamment ou pas, par curiosité? Alors, je suis pas spécialisée vraiment dans la prise en charge du TDAH, mais ça m'est arrivé d'accompagner surtout des parents dans la guidance parentale. Voilà, parce que ces enfants-là sont forcément ont des besoins particuliers et notamment voilà dans la régulation de leurs émotions et au quotidien, dans la vie familiale, ça peut causer des problèmes aussi. Donc, j'ai beaucoup accompagné des parents sur de la guidance parentale d'enfants TDAH. Oui. D'accord. Mais je me suis pas vraiment spécialisée là-dedans. Ma spécialité, c'est plutôt l'anxiété et les émotions de manière générale. Oui, ok. Alors, dans ce cas-là, peut-être pour en parler dans un cadre personnel, c'est-à-dire que le TDAH, toi, c'est quelque chose du coup sur lequel tu as travaillé, et j'imagine que c'est pas quelque chose que tu peux complètement, si tu veux, enlever de ta vie, mais tu apprends à avancer avec, c'est ça? C'est ça, on s'adapte, on trouve des stratégies et finalement, petit à petit, on apprend à ce que ce soit moins handicapant au quotidien. C'est-à-dire que moi, je suis toujours très inattentive, très étourdie, mais voilà, j'ai cadré mon quotidien de sorte que ça m'handicape pas. Voilà, de sorte que j'arrive à fonctionner quand même sans trop de difficultés. D'accord. Est-ce que tu as des messages pour ceux qui nous écoutent, des conseils pour ceux qui cherchent à s'épanouir davantage dans leur vie et puis à avancer? Oui, alors je pense que une des choses les plus importantes, c'est vraiment de découvrir quelles sont nos valeurs. Oui. Cette boussole de vie qui nous donne des directions et non pas des destinations. Parce que souvent, on se focalise sur un objectif. Par exemple, je veux devenir psychologue. Alors, c'est chouette d'avoir des objectifs. Mais le problème, c'est que soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. Si j'y arrive, c'est chouette, mais il n'y a rien derrière. Oui. Si j'y arrive pas, je vais être extrêmement déçue. Alors qu'une valeur, ça donne vraiment une direction et ça ne s'arrête jamais. Donc, par exemple, la valeur aide, ça peut me guider toute ma vie. Et il y a 1000 façons de faire vivre cette même valeur. Je peux être psychologue, bien sûr, mais je peux faire un autre métier d'aide ou faire un autre métier qui n'a rien à voir, mais avec l'envie d'aider ou de faire vivre cette valeur à l'extérieur en m'investissant dans une association, par exemple. Et c'est jamais terminé, je coche jamais, allez, c'est terminé, aider, c'est fini, je vais passer à autre chose. C'est quelque chose qui peut me guider toute ma vie. Même si je suis dans une situation difficile, même si je vis vraiment un événement compliqué, je pourrais toujours me raccrocher à cette valeur pour savoir où elle est. Et ça, je trouve ça beau. Absolument. Et pour construire sur ce que tu dis, je pense que quand on est focalisé sur la finalité, en tout cas sur l'objectif, on confond quelque part le moyen et ce qui est important. C'est-à-dire que faire tel métier ou matérialiser nos valeurs d'une telle manière dans notre condition de vie, c'est finalement le moyen d'arriver à nos valeurs. Et donc, comme tu as dit, on prend un exemple. Voilà, je veux devenir, je ne sais pas, médecin. Et en fait, quand on se pose la question, je veux devenir médecin parce que je veux, aider. Et la valeur aide est quelque chose d'important. Finalement, aider, on peut le faire de 1000 manières différentes. Et je crois que c'est ça que tu avais dit. Et puis peut-être, il y a un deuxième point aussi qui me vient en tête, c'est le fait de se dire que quand on se fixe des objectifs sans être clair sur ses valeurs, on peut arriver à ces valeurs et puis on se rendre compte, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ou en tout cas, mince, j'ai fait l'objectif que je me suis fixé, mais je me sens pas plus heureux pour autant. Oui, parce que ça n'a pas de sens. C'est très juste ce que tu dis. Et c'est ça qui est chouette, c'est de se raccrocher au sens. Ouais. D'accord. Ça donne, oui, du sens à la vie, de savoir où on va et ce qui est important pour soi. Oui. Et donc quelque part, le sens, c'est se connecter à ces valeurs qu'on a au fond. Alors pour toi, c'est aide. Tu avais aussi parlé du côté créativité, de l'humain aussi. D'accord. Et donc, en fait, moi, ça me permet aussi de te demander, finalement, si je te pose la question, qu'est-ce que c'est pour toi une vie heureuse et épanouie, ça va être clair. Tu vas parler de valeurs, je pense. Oui, c'est ça. C'est être ancré. Voilà, être ancré dans ses valeurs, de faire en sorte aussi d'avoir une vie plaisante, parce que
En psychologie positive, on dit que le bonheur, c'est ça, c'est d'avoir une vie plaisante, donc avec des émotions agréables. Ouais. Alors, il y a aussi des émotions désagréables, hein. L'idée, c'est pas de les supprimer, mais en tous les cas, créer des conditions de vie qui nous permettent d'avoir des émotions agréables et de savoir les savourer, donc d'être aussi présent à l'expérience, en pleine conscience, ici et maintenant. Je profite de l'instant et je suis pas en train d'anticiper des choses qui pourraient éventuellement se passer dans le futur, mais qui pourraient ne pas se passer du tout, ou en train de ruminer des choses passées qui n'existent plus. Ouais. Et finalement, quand on se concentre sur l'émotion qu'on ressent, c'est l'instant, le moment présent, en fait, finalement, s'impose à nous, puisque l'émotion, on le ressent là, maintenant, tout de suite. Et quand on cherche à comprendre l'émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, c'est vrai que ça en dit beaucoup sur nos valeurs aussi. Puisque ce qui est plaisant pour l'un n'est pas plaisant pour l'autre. Si moi, la liberté, c'est une valeur importante et que je me sens libre quand je fais telle chose, je vais ressentir de la satisfaction, de la joie, de l'excitation, alors que pour un autre, je sais pas, quelqu'un veut être, pour lui, la sécurité, c'est plus important, et donc quand il fait la même chose, en fait, pour lui, il ressent plus un manque de sécurité que de la liberté, et donc ça peut être désagréable pour cette personne-là. Et en fait, c'est pas parce que nous, on est en train de dire il faut, c'est important de connaître ses valeurs, mais c'est pas si simple parce que ça demande une bonne connaissance de soi, et c'est un exercice qu'on fait sur le long terme. Tout à fait. Après, on peut se faire accompagner aussi pour. Moi, je crois que tu vois, les valeurs, j'en parle avec chacun de mes patients, peu importe la problématique. Que ce soit des problématiques de dépression, d'anxiété, de troubles du comportement alimentaire, à un moment ou à un autre, on va se poser la question de ce qui est important pour soi. Et il y a plein de façons, en fait, de découvrir ce qui est important pour soi. On peut bien sûr se poser cette question-là, qui est toute simple, mais on a aussi des exercices qu'on peut proposer aux patients. Où on peut même prendre une liste sur Internet de valeurs et de les lire et de voir celles qui nous parlent ou celles qui ne nous parlent pas. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'activité qu'on peut faire pour connaître ces valeurs ? Quelque chose que j'aime bien, c'est par exemple se poser la question, et si là, demain, je gagnais au loto, vraiment une grosse somme, qu'est-ce que je ferais de différent ? Et en fait, souvent, ce qu'on va faire de différent, c'est des choses qui sont en lien avec nos valeurs. Peut-être je vais me dire, j'achèterai une maison à mes parents. Ah, peut-être que la famille, c'est important, ou la sécurité. Je ferai un voyage, à Bali. Ah, d'accord, peut-être la découverte ou la connexion avec l'autre. Tu vois, rien que ça t'indique un peu ce qui est important pour toi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas accès à nos valeurs parce qu'on on a une barrière là tout de suite qui est un besoin qu'on n'arrive pas à avoir, par exemple le besoin financier. Et évidemment, ça passe quelque part, avant nos aspirations profondes. Et donc, on a besoin de combler ça. On a les yeux rivés sur ça. On ressent de l'anxiété par rapport à ça. Mais ça peut être aussi le fait de pas avoir l'affection qu'on voudrait avoir dans sa vie. Et donc on a les yeux rivés sur ça. Et une fois qu'on lève cette barrière, que ça soit dans la vie réelle ou même imaginairement, comme tu viens de le faire, c'est vrai que ça nous donne accès à une grande ressource. Oui, parce que on est, comme tu le dis, on est happé par le quotidien, et ça relie la notion de pleine conscience. Et que du coup, on prend pas le temps de se poser la question. En fait, on est en pilote automatique. Donc, le fait déjà d'être en pleine conscience dans l'instant présent, c'est important. De pas lutter contre les émotions, mais de les accueillir aussi. Et après, se questionner vraiment sur nous, qu'est-ce qui fait sens pour nous et qu'est-ce qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes. Et après, de mettre en action. Et mettre en action, c'est pas forcément de grosses choses. Ça peut être de toutes petites choses. Ça peut être vraiment, je sais pas, par exemple, moi j'ai l'impression que ma valeur famille est importante, la valeur famille est importante pour moi et que je la fais pas suffisamment vivre dans mon quotidien. Peut-être que je peux me donner un petit objectif, là pour le coup, de me dire, tiens, 10 minutes chaque soir, je passe 10 minutes de temps de qualité avec chacun de mes enfants, en face à face, en pleine conscience, en mettant le téléphone de côté, sans parler à personne, où vraiment je suis pleinement consciente, pleinement présente à cette expérience et à la relation. Et ça, c'est un petit truc tout bête, mais ça me permet de me sentir mieux et plus en lien avec ma valeur familiale.
C'est parce que si on fait l'exercice de se dire, en fait, quand est-ce que je me sens en lien avec ma famille, dans ma valeur famille, eh bien on peut l'expliciter en disant je me sens en lien avec ma famille quand il se passe ça dans ma journée. Et ça peut être ce que tu as dit, 10 minutes avec ma famille. Et là, immanquablement, si on l'applique dans sa vie, on va ressentir bien plus d'émotions agréables, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. C'est exactement ça, tu as tout compris. Et puis ça fait le lien entre les émotions agréables, la pleine conscience, les valeurs, le sens. Tout ça est très lié en fait. Oui. D'accord. Et donc, si je devais résumer ça, c'est de se dire que si notre auditeur souhaite s'épanouir davantage, c'est donc se connecter à ses valeurs, créer une vie dans laquelle on va ressentir davantage d'émotions agréables que désagréables, en construisant une vie qui soit centrée sur ses valeurs, et puis en réalité se focaliser davantage sur le moment présent, au moment où on est en train de ressentir ses émotions, plutôt que d'être dans le futur, dans l'anxiété, ou dans le passé, dans nos difficultés qu'on a vécues par exemple. Oui, c'est tout à fait ça. Et je rajouterais que l'idée, c'est aussi d'accueillir même les émotions désagréables. Et c'est ça qui est beau avec les valeurs, parce que moi je trouve qu'elles permettent de donner aussi du sens à la souffrance. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Dès lors qu'on souffre, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour nous. Et donc, quand on souffre, on peut essayer de comprendre ce sens. Et ça rend la souffrance plus supportable. Par exemple, si je suis inquiète parce que ma fille est en retard, eh ben, cette inquiétude, en fait, qu'est-ce qu'elle me montre ? Elle me montre que ma fille est importante pour moi. Oui. Et ça nous connecte, en fait, ça te connecte davantage à l'amour que tu portes à ta fille. C'est beau. À la valeur, À la valeur. D'accord. Delphine, on a parlé de ton parcours. On n'a pas parlé de l'avenir. Est-ce que tu as des projets pour la suite ? Eh bien, continuer à développer l'application. Pour le moment, on est 26 à intervenir sur l'application Psynergie. Donc, j'ai vraiment à cœur de vraiment développer cette application pour que de plus en plus de psys puissent intégrer l'équipe et qu'on puisse accompagner autant de patients qui en ont besoin. D'accord. Et à côté de ça, j'ai effectivement aussi un projet d'écriture de livres pour la régulation émotionnelle des adolescents et jeunes adultes. Bon, c'est super. Delphine, il y a une question que je pose à chaque fois, c'est, comme tu le sais, l'ambition de Vivre Mieux, c'est de rendre accessible à tous les clés pour l'épanouissement de chacun. Est-ce que toi, tu aurais aimé... Alors, et le constat, c'est qu'aujourd'hui, ces enseignements ne sont pas forcément enseignés à l'école. Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on t'enseigne ou qu'on enseigne à tes enfants une clé, un concept, et ce serait lequel ? Moi, je pense que ce qui manque effectivement à l'école, c'est une compréhension de l'émotion. Ne serait-ce que juste définir qu'est-ce qu'une émotion, de mettre des mots dessus, les grandes familles d'émotions, de savoir à quoi elles représentent, ce qu'elles représentent, ce qu'elles nous font ressentir, et des petits outils sur comment faire si on est triste, comment faire si on est en colère, pourquoi. Donc c'est vraiment l'accueil de l'émotion, savoir la nommer, comprendre ce qui se passe quand on est dans une émotion. Et ça, je pense que c'est indispensable. L'intelligence émotionnelle, c'est pas que le travail des parents. Je pense qu'il faut voir les choses de manière beaucoup plus large, en fait. Je verrai deux étapes. Je verrai l'une en fin de maternelle, école élémentaire, où on développe le vocabulaire, et plutôt au lycée, fin de lycée. Bon, après, je sais que les élèves sont très occupés avec le bac, mais à un moment où on rend l'exercice un peu plus conscient, où on explique en fait les concepts derrière, pour vraiment leur expliquer les implications, les conséquences aussi. Finalement, si on mesure, tu vois, l'impact sociétal d'une mauvaise intelligence émotionnelle, tu vois, si on avait les outils pour le faire, en plus je pense que c'est possible de mener des études pour ça, on verra un impact considérable. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça demanderait pas énormément de ressources. Je pense que
Comme tu dis, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait beaucoup d'heures de cours par rapport à ça, mais plus une petite sensibilisation. Comme tu dis, maternelle, ça me semble cohérent. Peut-être à l'école élémentaire aussi. Mais oui, je pense vraiment que ça aurait un bienfait sur l'adulte en devenir. Et finalement, c'est, je crois, il faudrait regarder davantage, mais la principale barrière, c'est que ça ne soit pas forcément à l'ordre du jour ou ça ne soit pas une priorité. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une grosse barrière opérationnelle, quoi. Comme tu Alors, il y a certaines écoles qui commencent à faire certaines choses, et notamment dans une école de Clermont-Ferrand, là, il y a des méditations en pleine conscience. Enfin, on apprend aux enfants à méditer en pleine conscience avec des petites séances vraiment très très courtes qu'on peut mettre en place en rentrant de récréation, des choses comme ça. Donc, il y a quand même des initiatives, mais c'est vrai que je pense que ça pourrait être beaucoup plus puissant si ça rentrait dans le cursus obligatoire pour tous les élèves. D'accord. Et cette école-là, par curiosité, c'est une école privée ou est-ce que c'est un programme public ? Non. Alors, je pense que c'est une dame qui est formée à ça et qui a proposé à l'Éducation nationale. Elle fait plusieurs écoles de Clermont-Ferrand et c'est top, c'est en 8 séances. Je ne sais pas si tu connais Calme et attentif comme une grenouille. Non. C'est un livre qui est top, avec pas mal de petites méditations pour les enfants. Et donc, cette dame s'est formée à cette méthode-là et l'enseigne dans les écoles, déjà aux enseignants pour qu'ils puissent le mettre en pratique, mais elle fait aussi les séances pour les enfants. Calme et attentif pour une grenouille, également pour nos auditeurs qui ont des enfants, ça peut être utile pour développer l'intelligence émotionnelle. Ok, écoute Delphine, on arrive à la fin. Est-ce que tu as peut-être quelque chose d'autre que tu avais en tête que tu voulais partager ou pas ? Ce que j'aimerais dire, c'est que si on se trouve face à une difficulté, c'est important de savoir que c'est tout à fait possible de consulter, qu'il faut pas avoir peur. On peut consulter un psychologue, un médecin, un coach, une sophrologue, vraiment le métier de soins qui nous convient. Mais que on n'est pas obligé de rester avec des difficultés sans savoir quoi faire. Des fois, on peut se faire aider et c'est ok, c'est très bien comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a souvent l'impression, on a l'impression qu'on n'a pas les ressources en nous et puis qu'autour de nous non plus. Et c'est ça qui nous empêche d'agir. Mais c'est vrai que c'est possible en fait de vivre mieux. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est pas suffisamment grave pour que j'aille embêter quelqu'un. Mais il n'y a pas de compétition dans la souffrance. Chaque souffrance est légitime. Chaque souffrance est légitime et puis personne n'est là pour pointer du doigt le fait que tu sois allé voir qui que ce soit pour la souffrance que tu as, aussi minime, et encore minime c'est ta perception, mais aussi minime qu'elle soit. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Delphine. Moi, c'est toujours un plaisir de t'avoir et puis ravi d'en savoir plus quand ton livre sortira également. Et à bientôt. Merci pour l'invitation. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le liker, le noter, à vous abonner et en parler autour de vous. C'est vraiment utile pour faire grandir le projet. N'oubliez pas que dans la description se trouve le lien pour télécharger gratuitement les outils pour vivre mieux. Les outils pour vivre mieux, c'est 4 e-books gratuits sur la confiance en soi, sur la communication, sur se fixer des objectifs et se libérer du poids de son passé. Il y a également mes recommandations de livres pour apprendre à vivre mieux. Tout ça, c'est gratuit, le lien se trouve dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine. C'était Julien, ciao.